Pour moi, l'Aliyah, c'est un peu une image de la vie. C'est un voyage initiatique. D'ailleurs, le mot ivrite, la Havor, c'est la traversée. Je suis arrivée, j'étais Nathalie. Aujourd'hui, je suis une autre personne avec des choses similaires et des choses différentes. J'ai des obstacles, j'ai des embûches, j'ai un idéal qui me porte. Et sur ce chemin, il y a des gens qui m'aident. Nathalie Ohana, bonjour. Bonjour Cathy. Ça fait 8 ans que tu es en Israël. Tu vis à Ra'anana, parmi les orangers. C'est vrai. Et c'était un peu une aliyah pas prédestinée pour toi, parce que tu étais extrêmement bien intégrée dans ta vie à Paris. J'avais tout sauf l'essentiel. Et je n'arrivais pas à qualifier cet essentiel. Ça veut dire quoi? J'ai tout sauf l'essentiel. C'est-à-dire que j'avais une vie très privilégiée, très confortable. J'habitais au cœur de Paris, j'avais un métier que j'aimais, 3 enfants. Tu faisais quoi? J'étais directrice export dans le domaine de la beauté, donc je voyageais beaucoup. J'étais une businesswoman, comme on dit, femme d'affaires. Mais je sentais qu'il me manquait quelque chose pour me rapprocher de moi. À chaque fois que je venais en Israël et que je parlais aux gens de la rue et que j'étais ici, je sentais que cette partie, je vais l'appeler la partie authentique de moi, je sentais qu'ici, il y avait 2 choses. 1, elle pouvait s'exprimer. Et 2, c'était le dénominateur commun qu'avaient les gens. Ce côté authentique. Et je crois que c'est pour retrouver cette partie de moi que je ne pouvais pas montrer à Paris que j'ai fait mon aliyah. Alors, pour faire son aliyah, on est 2. Et puis, quand on a des enfants, on est une famille entière. C'est pas facile de partir. C'était quoi l'élément déclencheur? C'est la naissance de mon 3e enfant. Donc, c'était une petite fille. On habitait dans Paris, mais on avait un appartement qui devenait trop petit. Donc, on devait déménager. Et j'ai une scène comme ça où je me vois regarder les annonces comme ça d'immobilier pour trouver un appartement plus grand. Et je demande à mon mari s'il veut bien m'accompagner pour visiter les appartements. Et il ne veut pas. Et je comprends pas. Alors je lui dis, mais on peut pas rester ici. Il me dit, non, mais il faut faire le vrai déménagement. Et moi, je comprenais pas ce qu'il voulait dire. Alors je dis, quoi, tu veux acheter? Et il me dit, non. Il me dit, on repousse ce projet depuis trop longtemps. En fait, on est appelé par Israël et il y a un moment donné, il faut voir cette vérité en face et faire le grand saut. Pourquoi? Ça veut dire que ça a toujours été dans votre tête, Israël? Alors, on s'est connus à Jérusalem en 2000. On a appris l'Ulpan, on a été à l'Ulpan. Donc, on a appris l'hébreu un été. À l'Ulpan de l'Université de Jérusalem? Voilà. Moi, j'avais 20 ans. Et ensuite, on est rentré à Paris, on s'est mariés, on a fait nos vies, on a construit nos carrières. Mais Israël, c'est un symbole, en fait. Vraiment la terre promise pour nous. Pas forcément la terre promise au sens du sionisme, mais un ailleurs qui pouvait nous aider à nous réaliser. Et je crois que c'est quelque chose qu'on a mis sous cap, qu'on a gardé dans un coin de notre tête et qui, à un moment donné, en 2014, on a senti qu'il y avait un alignement des planètes pour le faire. Alors 2014, c'était une période très historiquement chargée pour Israël. Il y avait la guerre de Tzuk Eitan. Oui. Notamment, il y a eu des répercussions terribles pour les Juifs de France. Ça fait partie des planètes qui se sont alignées. C'est qu'en fait, cet été-là, c'était très très difficile à vivre, d'être loin d'Israël. Quand il y avait la guerre, il y avait des manifestations monstres au cœur de Paris, très violentes, anti-israéliennes. Et c'était ces moments-là où justement, cette pensée, cette idée, cet exil se réveiller. Et en 2014, il s'est réveillé avec beaucoup de force. C'est d'ailleurs pas un hasard si en 2015, donc l'année de mon aliyah, ça a été une année record au niveau du nombre de personnes venues de France. C'est une faille identitaire parce que tu étais très intégrée aussi socialement, tu as fait les grandes écoles, ton mari aussi. Ça doit être difficile de s'extirper. Je crois que ma vraie identité, elle n'est pas liée à une nationalité. Ma vraie identité, elle se joue au niveau de Nathalie, de mon âme. Et j'ai eu le sentiment que ça pouvait être un facteur qui allait plus nourrir cette identité-là, de venir en Israël. Maintenant, moi, j'ai pas une vision figée des choses. Je crois que les choses sont très fluides. Aujourd'hui, je suis en Israël. Je fais grandir des enfants qui sont des Israéliens. Peut-être que demain, mes enfants voudront vivre ailleurs. Peut-être qu'on retournera à Paris un temps. Peut-être qu'on restera ici toute notre vie. Voilà, je vois les choses comme ça, comme quelque chose de mouvant. Je dis souvent que je suis quelqu'un qui a les pieds en Israël et la tête en France, parce que effectivement, mon identité française, mon amour de la culture française, de la littérature, surtout des mots,
elle reste. Mais à côté, il y a un autre amour qui est né, l'amour de l'hébreu, l'amour du pays, l'amour du peuple. Et j'essaye d'avancer dans l'existence en me disant, il n'y a pas de contradiction. J'essaye de faire la synthèse de toutes ces identités-là. Je ne pense pas qu'on ait une seule identité. Aujourd'hui, tu es en Israël dans des périodes assez troublées, on peut le dire, parce que c'est vrai que le peuple est déchiré. Tu arrives malgré tout à faire corps avec le pays, à te reconnaître dans la société israélienne? En fait, je pense que c'est parce que je suis dans un processus d'éclaircissement de quelle est ma place que je me sens bien, même dans les périodes troublées que tu décris. Je crois que ma place, c'est d'être quelqu'un qui fédère, quelqu'un qui est peut-être un peu en dehors, qui regarde les choses avec un regard extérieur, qui prend pas forcément parti et qui est un trait d'union. C'est le rôle que j'ai eu depuis petite. C'est ce qui me rend heureuse en étant pour les Français l'israélienne, pour les Israéliens la française, notamment par le théâtre, par l'écriture. Et voilà, dans tout ce qu'on vit dernièrement, je suis là et je le partage avec et mes amis français et mes amis israéliens. Et à partir du moment où moi je suis intègre et où je me sens vraiment alignée, alors ça passe. Tu as fait des tas de choses depuis que tu es arrivée. Tu as délaissé ton côté, on va dire, de femme d'affaires qui voyage. J'imagine que ça devait être très compliqué parce que vous étiez les deux, oui, je crois, à devoir voyager pour vos carrières respectives. Tu as fait d'autres choix et on a l'impression que c'est un peu le pays qui t'a donné cette force de changer complètement, quoi. Oui, en fait, je me permets tout ici. Je dis souvent, j'ai l'impression d'être dans un laboratoire d'expérience et de vie. Une chose en appelle une autre. J'ai une soif en fait de découverte. J'ai appris en Israël à avoir moins peur. Ce pays m'a appris à oser. Je crois que c'est tellement difficile que si on ne va pas puiser dans nos ressources les plus profondes et si on n'ose pas, si on ne va pas vers les autres pour leur dire « aide-moi, donne-moi ma chance », alors on sombre en fait. C'est un bon conseil ça à donner à ceux qui se préparent peut-être à venir? Je crois que c'est le meilleur. Parce que même d'un point de vue philosophique, c'est pas juste la chutzpah ou oser dire au monde ce qu'on a envie de faire et demander aux autres leur aide pour la mettre au service de notre projet. C'est pas par ego, c'est pas par intérêt, c'est pas pour profiter d'eux. C'est parce qu'en fait, on a un parcours et on est comme un héros en fait, le parcours du héros. Pour moi, l'Alia, c'est un peu une image de la vie, c'est un voyage initiatique, c'est une traversée. D'ailleurs, le mot ivrite, la avor, c'est la traversée. Je suis arrivée, j'étais Nathalie que tu vois, mais j'étais quand même différente et pareille. Aujourd'hui, je suis une autre personne avec des choses similaires et des choses différentes. J'ai des obstacles, j'ai des embûches, j'ai un idéal qui me porte et sur ce chemin, il y a des gens qui m'aident. Si on sait où on va et ce qui nous porte, alors chaque personne sur notre chemin, on va savoir lui poser les bonnes questions pour qu'elle nous aide à arriver là où on doit arriver. Tu as monté un groupe de coaching qui s'appelle Chaim Rabim, oui, plusieurs vies, d'ailleurs ça te va très bien, pour aider des nouveaux immigrants à s'intégrer en Israël, à comprendre la mentalité israélienne et à réussir tout simplement. Tu as aussi fait, tu fais encore du playback, du oui, théâtre playback. Oui. Ça aussi, c'est quelque chose que tu as découvert ici? Tout le travail du coaching et du développement personnel, c'est de s'autoriser à être la personne qu'on a toujours été. Puisque tu sais, ça se passe au niveau de la neshama. On est avec une manière de contribuer au monde. Cette manière de contribuer au monde, elle peut s'éclaircir au cours de la vie, elle peut devenir de plus en plus claire, mais c'est pas quelque chose qui va apparaître du jour au lendemain. C'est quelque chose qu'on a toujours porté en soi. Et il y a un moment dans sa vie où on va avoir ou pas la force, le courage de le montrer au monde et de le dire. Donc moi, en Israël, je suis revenue à ce que j'ai toujours été. Le premier jour de mon Alia, je me souviens, c'était à Tel Aviv, j'ai écrit un texte qui s'appelle « Premier jour du reste de la vie ». Et depuis ce premier jour du reste de ma vie, je n'ai jamais cessé d'écrire. Quand j'étais au lycée, puis en école de commerce, j'ai fait du théâtre. Et puis après, quand j'ai fait ma carrière dans la beauté, tu l'as dit, j'ai toujours voyagé, etc., j'ai perdu contact avec le théâtre. Donc, d'une certaine manière, j'ai perdu contact avec moi-même. Et en Israël, je me suis dit, si je veux
progresser en hébreu, si je veux faire partie de ce pays, alors je dois combiner une de mes passions avec quelque chose d'israélien. Donc j'ai décidé de faire du théâtre en hébreu. Et puis la vie a voulu que j'ai rencontré quelqu'un qui m'a initiée au théâtre playback, qui était un théâtre qui, pour moi, c'était la quadrature du cercle, c'est-à-dire qu'il y avait tout ce que j'aimais, il y avait l'improvisation théâtrale, le fait de ne pas préparer, d'être dans l'instant, l'intelligence du moment, et il y avait la vérité de la vie, les confidences, l'authenticité, c'est-à-dire que nous jouons, nous les comédiens, les histoires que le public nous raconte. Je joue en hébreu, je fais partie d'une troupe et depuis cette année, j'ai mon propre cours de théâtre où moi je suis prof à mon tour et là c'est un groupe en français. Ça t'a aidé pour t'intégrer, ça? C'est magique. C'est-à-dire que tu vois, quand tu parles de ces périodes troublées qu'on vit, où le pays est scindé, divisé, où parfois on perd espoir parce qu'on se dit on a quitté la France, on est venu pour faire partie d'un peuple et on voit que ce peuple-là qu'on a, il faut bien le dire, idéalisé, sublimé, ce peuple-là, ils sont pas d'accord. Comment on fait? Eh bien, moi, j'ai trouvé ma place parce que avec le théâtre playback, d'abord, avec ma troupe, j'ai mon mini Israël dans lequel j'ai ma place et on parle pas de politique, donc je ressens cette unité, cette fraternité. Et en plus, nous, notre rôle en tant que praticien, on répare. Parler de ton amour des mots. Finalement, tu es arrivé, je crois, à l'âge de 43 ans, à écrire un premier livre. Alors ça, c'est une aventure carrément extraordinaire. Tu as été nommée pour faire partie d'un prix. Mare Nostrum, en fait, c'est un prix littéraire où toutes les œuvres qui ont été sélectionnées ont un rapport avec la Méditerranée. C'est vrai que je suis la seule à représenter Israël. Donc il y a des gens de partout, d'Algérie, du Liban, de Syrie, du Maroc, de la Tunisie. C'est une fierté, ça. On se sent investi quand même d'une mission malgré soi. Israël m'a énormément aidée à affirmer avec beaucoup plus de fierté qui je suis. Si je peux le rendre d'une certaine manière, je suis heureuse. Ça s'appelle Réveiller ma mère. On va quand même donner le titre. On en a beaucoup parlé, on t'a beaucoup vu sur les réseaux sociaux. Mais c'est vrai que c'est un livre qui a touché, alors pour différentes raisons, mais énormément de monde. Ce livre aussi, c'est une traversée. Pour être tout à fait honnête, je ne sais pas si je l'aurais écrit celui-ci si je n'avais pas vécu en Israël. Israël a un rôle énorme dans l'écriture de ce livre. En fait, j'ai perdu ma maman, ça va bientôt faire 2 ans. Et ça a été un tel choc qu'il a fallu moi aussi que j'aille chercher en moi les ressources pour faire face. Et pour ça aussi que j'admire beaucoup dans le peuple israélien, ce qu'on appelle la résilience, c'est-à-dire d'une épreuve en sortir grandi. Alors, dans ce livre, il y a tout, hein. Faut dire la vérité, il y a l'amour, il y a la tyrannie de l'enfant unique, oui. Il y a la passion de la maman pour cet enfant unique justement, et on peut le comprendre. Oui. Il y a un amour finalement incommensurable entre toi et elle, et puis il y a aussi beaucoup de questions identitaires. Il y a l'exil, oui. Et il y a des choses très justes qui font penser à nos racines, à nos parents, puisqu'après tout on vient tous d'ailleurs. Voilà. Et je voudrais lire un petit extrait parce que ça fait écho justement à ton exil, à toi et à ton arrivée en Israël. Et puis quelqu'un corrigea mon hébreu. On me reprocha mon fort accent français. Et soudain, je me revis en train de reprendre des tournures incorrectes de tes phrases. J'avais choisi d'habiter près de la mer que tu aimais tant. Et un jour, je sus que j'étais montée dans le même bateau de l'exil que toi. Tu n'en étais jamais descendu et j'y étais montée pour te tenir compagnie. La traversée était si longue qu'elle ne finissait jamais. Dans ce pays, loin de toi, je croisais des gens qui parlaient en arabe. Ils utilisaient leur gorge pour faire des sons bizarres. Ils mangeaient des plats épicés à sauter au plafond. Ils jetaient quelques brins de jasmin dans leur thé et croquaient les fruits à même l'écorce. Un matin, en sentant l'odeur de la fleur d'oranger dans mon jardin, je sus que je ne t'avais jamais quitté. Voilà, c'est magnifique. Mais ça, non, franchement, c'est plein de nostalgie. Ça fait écho à des sentiments qu'on a tous vécus avec nos parents qui, eux aussi, ont souffert énormément. Voilà, moi, le paradoxe, c'est que ma manière de me renouveler, ça a été de revenir à mes origines. Romain Gary dit « le renouveau vient souvent du retour aux sources ». Moi, j'ai pas pris conscience en venant en Israël que finalement, c'était le retour à mes racines qui m'avait permis comme ça ce renouvellement identitaire.
c'est vrai. Comment Ola Hadasha, nouvelle migrante, sans contact dans le monde de l'édition, comment on arrive à se faire publier de l'étranger en plus? C'est osé. Quand j'ai écrit ce livre, j'ai tout arrêté. J'ai arrêté de travailler. J'avais énormément de mal à maintenir comme ça les apparences. J'avais du mal à fonctionner comme une mère de famille, comme une femme, etc. Mais j'avais cette urgence et j'avais ce besoin d'écrire ce livre. Et je ressentais au plus profond de moi que c'était vraiment ce que je devais faire. Et puis c'est vrai que quand j'ai écrit ce livre, je l'ai écrit pour moi d'abord parce que ça m'a aidé à comprendre mon histoire familiale, puis mon exil. Et un beau matin, j'ai décidé de l'envoyer à Christian Bobin, qui était vivant à l'époque et qui est mon auteur préféré. Parce que j'avais le sentiment que Christian Bobin, qui a beaucoup écrit sur l'absence de celle qu'il avait aimée, qui n'était pas sa mère mais sa compagne, j'avais le sentiment que j'étais connectée avec lui même sans lui avoir jamais parlé. Et donc je lui ai envoyé mon texte, il m'a appelé sur mon téléphone portable un jour de mai l'année dernière et il m'a dit vous savez ce que j'ai fait aujourd'hui? J'ai passé ma journée avec votre maman et je vous remercie de me l'avoir présentée. Et Nathalie, quelle que soit l'issue que vous choisissez pour ce livre, je vais vous dire quelque chose, le cœur de votre mère continue à battre. Et en fait, quand il m'a dit ça, au-delà du fait que ça m'a bouleversée, j'ai eu envie, en fait, que le cœur de ma mère continue à battre à travers d'autres lecteurs. Je lui ai demandé, est-ce que vous pensez que je dois publier ce livre? Et il m'a dit, ça serait merveilleux pour la littérature. Ce que je veux dire, Cathy, c'est que moi, j'ai écrit à Christian Bobin, mais tout le monde a son Christian Bobin. Si vous aimez un chanteur et que vous aimez chanter, mais envoyez-lui votre bande-son. Si vous rêvez de créer une société dans un domaine et qu'il y a quelqu'un qui est votre mentor et que vous admirez et qui vous inspire, mais rapprochez-vous de ces personnes. Parce que souvent, on est méconnu de son entourage et on est mieux connu avec d'autres personnes qui sont dans notre domaine et qui partagent les mêmes passions que nous. Donc, rapprochons-nous des personnes auprès desquelles on résonne. Tu es partie invitée au Festival des auteurs à Avignon. Oui, c'est vrai. Alors, j'étais pas la seule d'Israël, mais j'étais fière de représenter Israël. C'est vrai que ça aussi, c'était improbable parce que c'était mon premier festival à Avignon. Moi qui aime le théâtre, en plus, j'avais mes deux passions réunies dans la même ville. Et c'était chouette parce que le livre a été lu depuis par un public qui n'a rien à voir avec le judaïsme, qui n'a rien à voir avec Israël. Et c'est là où j'ai senti ce que Christian Bobin m'avait dit. Il m'avait dit, en fait, il y a quelque chose d'universel dans votre écriture qui doit aller rencontrer son public. Et voilà, et donc mes identités sont en train de se réconcilier. Ma traversée personnelle à moi, c'est de ne plus les opposer, mais de faire qu'il y a une synthèse, il y a une intégration. Et c'est pour ça que je tiens tellement à cœur avec le théâtre playback à réunir les différentes parties d'Israël. Je crois que toutes ces scissions, ces dissensions, ces divisions, elles sont de façade, mais elles ne sont pas réelles. Non, c'est plutôt un message d'espoir pour la société israélienne. J'en suis certaine. Quel est ton meilleur souvenir? J'aime bien poser cette question parce que je trouve que on a toujours une image qu'on garde et qui s'ancre en nous, qui nous donne de la force pour avancer. Pour moi, je crois que ça a été le moment où j'ai découvert le théâtre playback et où je me suis arrivée dans ce groupe comme ça d'Israéliens où j'étais sûre de ne pas être à ma place et où j'ai trouvé ma place. Et puis là, depuis peu, j'apporte le théâtre en entreprise en Israël, en hébreu, dans des sociétés de high-tech. Et je vis des très grands moments où finalement, je vois que quand on croit en ce qu'on fait et qu'on le fait avec passion, en fait, on peut ouvrir toutes les portes. Il faut vaincre ses peurs. C'est pas toujours facile, mais je vais te dire, pas plus tard qu'hier, j'ai un ami israélien qui m'a dit « Tu sautes dans l'eau froide, mais sache qu'il n'y a jamais de bon moment pour sauter dans l'eau froide. Et même si tu décidais de sauter dans l'eau froide dans 5 ans, dans 10 ans, dans 20 ans, elle serait toujours froide. » Donc, il m'a dit autant le faire le plus tôt possible. Et ça, je crois que c'est un conseil typiquement israélien. Du coup, je me suis dit, mais j'aurais dû le faire il y a 4 ans. Voilà. Oui, c'est difficile, mais pour moi, je crois que c'est ça la vie. C'est de traverser. Quand c'est trop facile, on a l'impression de ne pas être vivant.